Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Ça vous regarde, très heureuse de vous retrouver. À la une ce soir, la bataille parlementaire sur les retraites, les 21 759 amendements de l'opposition sont épluchés pendant 2 semaines en commission spéciale. L'écrasante majorité vient de la France insoumise, alors grève du zèle légitime ou guérilla parlementaire stérile. On en parle ce soir dans notre grand débat. Rarement les marcheurs se seront fait autant engueuler dans leur circonscription. Le fiasco sur le congé pour parents en deuil vire à la crise parlementaire. Colère de la majorité contre le gouvernement. Certains députés marcheurs accusent même Emmanuel Macron de vouloir les faire passer pour des sans-cœurs quand la majorité refuse de porter le chapeau. On en parle dans un instant sur ce plateau. Enfin, notre grand témoin regarde amusé le théâtre de la politique depuis des années. Seul sur scène, il nous raconte sa passion, son amour éternel pour la radio. Il est érudit, il est impertinent. Il incarne d'une certaine façon l'esprit français. Philippe Meyer est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. #CVR, n'oubliez pas, c'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Philippe Meyer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin. On a 1 heure à passer ensemble. Les amateurs de radio vous connaissent très bien. Vous les avez accompagnés pendant près de 40 ans. Vous les accompagnez toujours d'ailleurs. Radio France, France Inter, France Culture. Aujourd'hui, vous êtes producteur d'un podcast, Le Nouvel Esprit Public. Après l'Esprit Public, Le Nouvel Esprit Public, émission en partenariat avec le magazine Le 1. C'est une émission produite avec les studios Nouvelles Écoutes. Et vous êtes seul sur la scène du Lucernaire avec un accordéoniste, précisons-le. C'est tous les dimanches, c'est à Paris. Le spectacle s'appelle Ma Radio, Histoire amoureuse. Ce sont toutes vos aventures radiophoniques, en musique et en chanson. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité, elle tient en un mot, les retraites. Sauf que cette fois-ci, le théâtre d'affrontement, c'est l'Assemblée nationale. Bataille parlementaire, plus de 20 000 amendements, dont 19 000 pour la seule France insoumise. Il va vous falloir être patient, Sacha Houlié. J'espère que vous êtes prêts. Bonsoir à vous, député de La République En Marche de la Vienne. Alexis Corbière, bonsoir. Vous sortez tout juste de commission. J'espère aussi que vous êtes en forme, parce que vous n'êtes que 17, pour quelques nuits sans sommeil en perspective. Député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Et Julien Dive, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de l'Aisne. Celui qui nous plante le décor de cette guérilla des retraites à l'Assemblée, avant de vous laisser la parole, messieurs, c'est Stéphane Blakowski. Si j'ai bien compris, c'est parti. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane. Alors, ce soir, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, voilà Alexis Corbière, la France insoumise est bien décidée à rester donc à l'avant-garde du combat contre le projet des retraites. Donc les députés insoumis étaient bien sûr au soutien des grèves, dans les manifestations. Donc vous l'avez dit, la lutte continue, camarades, mais dans l'hémicycle. Alors, il faut quand même remarquer que quand il s'agit de protester contre la politique de Macron, c'est souvent les insoumis qu'on entend le plus. Ils ne sont pas les seuls à être contre la réforme des retraites, mais je ne sais pas pourquoi ils ont un truc. Là, cette montagne d'amendements, par exemple, on ne parle que de ça. Les députés socialistes, ils ont beau être 2 fois plus nombreux, et les insoumis, ils ont réussi à leur voler la vedette. Ça, c'est pas très sympa pour les socialistes, qui ont déposé aussi des amendements. Mais le monde est injuste. C'est pas que ce soit pas sympa, c'est injuste. Je sais bien qu'ils sont bons. Tous les vrais fans de l'Assemblée, ceux qui regardent le fil Twitter, qui voient le débat sur la commission spéciale, ils voient que Boris Vallaud est hyper offensif, ils voient que Valérie Rabault, elle est très pointue dans ses questions. Mais ouais, tout ça, en fait, dans les médias, on va dire un peu plus généralistes, on n'en parle quasiment pas. On parle simplement, voilà, de les insoumis, leur montagne d'amendements. Et puis alors, même quand le gouvernement, bien sûr, qui s'énerve, qui leur fait des critiques aux insoumis, ça devient des compliments pour les insoumis. Donc Olivier Véran, c'est la majorité, c'est pas le gouvernement, il disait du zadisme législatif. Mélenchon, il dit, mais acceptez, bien sûr, c'est un territoire à défendre, donc voilà, on est les zadistes des retraites. Ensuite, on dit, mais c'est de l'obstruction, enfin, vous empêchez le débat. Vous croyez que ça va le déstabiliser, Mélenchon? Mais pas du tout, on l'écoute. Nous allons assumer que nous faisons de l'obstruction. Parce que de la même manière qu'un syndicaliste fait grève pendant 43, 45, 50 jours et perd tout son salaire, les députés manqueraient à leur devoir s'ils n'utilisaient pas toutes les armes possibles pour retarder la décision finale qui pourrait s'imposer sans ça mécaniquement dans l'hémicycle. Si on laissait faire, en 3 jours, ils ont fini.
Oui, l'objectif est très clair, retarder au maximum l'adoption de la réforme. N'oubliez pas, c'est ma marotte, vous le savez, Myriam, pour moi, le président Macron est devenu le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Ce lapin pressé, le rivet sur sa montre qui dit « je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». Et donc, forcément, les insoumis, ils le savent bien qu'il est en retard, donc ils prennent un malin plaisir à retarder encore un peu le lapin qui est déjà en retard. Donc, c'est un peu un combat désespéré. Mais ne sont-ce pas les plus beaux? Parce qu'en fait, avec la Constitution de la Ve République, ça a quand même été une Constitution qui a été écrite en temps de guerre, sous l'égide d'un général. Donc forcément, si le Parlement n'est pas d'accord, à un moment, le gouvernement tranche, il utilise le fameux article 49.3, et c'est lui qui décide. Donc le gouvernement devrait être tranquille, sauf qu'en fait, il n'est pas tranquille. Parce que faire ça, voilà, ça serait presque une victoire pour nos amis insoumis qui pourraient à nouveau dire qu'on est sous un régime autoritaire, comme l'a déjà dit Mélenchon. Et d'ailleurs, Adrien Quatennens, ce matin, sur France Inter, il a déjà dit tout le bien qu'il pensait du 49.3. On l'écoute. Vous voyez de quoi ils sont prêts, c'est-à-dire qu'il y a les LBD dans la rue et il y a les LBD parlementaires à l'Assemblée. Le 49.3, c'est un LBD bien parlementaire. évidemment, mais attendez, pensez que... excessif, là. Non, je ne crois pas. Ce qui est excessif, Léa Salamé, c'est sur une réforme qui est en contradiction avec le programme présidentiel, proposer à l'Assemblée nationale de voter un texte qui est doté de 29 trous. 29 trous qui vont être complétés par 29 ordonnances, c'est-à-dire précisément des endroits du texte essentiels comme le financement des retraites, dont on ne pourra pas discuter à l'Assemblée nationale. Alors au final, est-ce que cet activisme insoumis leur profite? Alors, à mon avis, je dis ça, c'est un peu ça le problème, parce que certes, ils déploient énormément d'efforts, on l'a vu, c'est vraiment, ils sont les leaders de l'opposition, sauf que quand on pose la question aux élections aux Français, ou même dans les sondages, le premier opposant, c'est une opposante. Le premier opposant aux yeux des Français, à Macron, c'est pas Mélenchon, c'est Marine Le Pen. Et alors, Marine Le Pen, donc, elle a déjà annoncé qu'elle serait candidate en 2022, elle élève un peu la voix, mais pas plus que ça. Au contraire, elle lisse son image, finit la sortie de l'euro, finit la sortie de l'Union européenne. Elle fait vraiment beaucoup d'efforts pour ne plus être réduite à l'idée d'un parti protestataire, mais d'avoir l'image d'un parti de gouvernement. Et moi, quand je vois les insoumis être à la tête de la protestation, à la fois je dis bravo, c'est vrai que vous êtes vraiment à la tête, et en même temps je me demande si vous n'êtes pas en train d'inscrire l'idée que vous serez éternellement dans l'opposition, et finalement jamais au gouvernement. Alexis Corbière, vous répondez, Non, mais... finalement, opposition spectaculaire, mais réellement efficace? Ah ben ça, on en jugera. Moi, précisément, premièrement, je trouve que, hormis la fin, et c'est normal qu'il y ait une petite... une petite pique. Moi, je partage ce qui est dit, c'est-à-dire déjà, il faudra s'interroger sur nos institutions qui font peu de cas en vérité du travail parlementaire. C'est ça tout le fond du problème, y compris les sujets que vous aborderez après. C'est-à-dire que moi, je vous ai amené le document. Voilà, vous voyez, vendredi, j'ai reçu ça. Voilà, vous voyez ça. Ça, je suis censé. Ça fait 1000 pages. C'est l'étude d'impact, d'accord. Aucun parlementaire n'a le temps vraiment d'étudier ça, d'accord. On lit jamais l'étude d'impact. Non, mais là, on parle de choses sérieuses. C'est-à-dire que là, on parle des retraites. Ça nous concerne tous. Des fois, il y a des sujets sur lesquels on lâche un peu la bride. Comme parlementaire, on a tous nos sujets de prédilection, mais là c'est quelque chose de fondamental. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de digérer. dans ces conditions. Vous avez le Conseil d'État qui nous dit, c'est pas un repère d'insoumis, qui nous dit les conditions, ce texte ne permet pas véritablement de mesurer précisément toutes les conséquences de ce texte. Ça a été dit, je reprends pas l'argument d'Adrien Quatennens, mais j'insiste là-dessus. Il y a 49 ordonnances qui vont être prononcées. On me demande comme 29. parlementaire, non, il y en a 49 en tout. Il y a 29 trous, mais il y a 49 ordonnances dans le texte qui seront prononcées. Et quand même, il y en aurait que 29. C'est assez scandaleux. C'est-à-dire que ni moi... Et il y a 19 000 amendements, Alexis Corbière. Attendez, 19 000 sur les 22 000. Oui, mais tant mieux, il le faut parce que... Mais à quoi ça sert, franchement? Ça sert à dénoncer une chose. C'est qu'il y a une conférence de financement qui a lieu en même temps que nous travaillons et qui se terminera en avril. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes ramenés à des pots de fleurs. Et moi, j'accepte pas ce rôle qui consiste à adopter un texte dont je ne connais pas en vérité les conséquences parce que les financements, précisément, seront débattus dans un autre cadre. Donc, si on est honnête dans son rapport au rôle de député, on ne peut pas légiférer dans ces conditions. Donc vous faites de l'obstruction. Vous l'assumez, le mot, il n'y a aucun problème. De l'obstruction, je bloque, je n'accepte pas. Moi, je fais de l'obstruction et eux font de la destruction. Enfin, je termine sur la stratégie. Peut-être que le Front National, en ne faisant rien, vous dites, tout le monde dit bénéficie, je ne sais pas. Après, est-ce que c'est ça que les gens veulent? C'est une fausse opposition. Ils font fait un gros effort. Ils ne font aucun effort. Protestataire. Oui, mais moi je ne crois pas. C'est pas ma conception. Je ne pense pas que c'est en laissant ce mauvais coup contre les retraites, en ne fichant rien et en se consacrant uniquement au travail municipal, comme le font le Front National. Ils ne sont pas dans l'hémicycle. Chacun jugera. Moi, je n'ai pas été élu pour aller faire la campagne à Perpignan ou à Hénin-Beaumont. Je suis député. Si les gens veulent de ce genre d'opposition, moi je ne crois pas que c'est ça qu'ils veulent en vérité. C'est cette fausse opposition. Alors, chacun jugera. En attendant, il y a un texte, effectivement, une commission spéciale. Sacha Houlié,
vous étiez dans un autre groupe, enfin vous étiez dans un autre parti avant d'être marcheur, vous étiez socialiste. Oui, enfin sauf que j'ai quand même créé les Jeunes avec Macron. C'est vrai, mais c'est pas nouveau. C'est un droit parlementaire. Et les socialistes l'ont utilisé. On pourrait même apparemment un passé trouble, on dirait bon, vous avez été en prison. Non, mais ce que je veux dire par là, Sacha Houlié, je vais vous dire les choses. Moi, j'assume tout. J'assume tout. Vous avez tout à fait raison. En quoi c'est un problème que d'utiliser ces droits dans les mains de l'opposition? Vous avez tout à fait raison de le préciser parce que c'est là important. Moi, cette réforme de la retraite, pourquoi je la soutiens? Parce qu'elle est d'inspiration social-démocrate. Parce que c'est celle qu'avait imaginé Michel Rocard en son temps, et parce que ce régime universel par points, dont on peut discuter sur son principe et sur ses fondements, puisque c'est l'article 1er, eh bien, il peut être posé en renvoyant à la démocratie sociale, c'est-à-dire aux partenaires sociaux, son financement. Parce que cette réforme des retraites, elle peut introduire dans le texte des règles de principe comme le minimum contributif, comme la prise en compte de la pénibilité, comme la garantie finalement des ressources de la personne qui voit son conjoint partir avant elle. Tout ça, ça peut être inscrit dans le texte. Mais est-ce que cette obstruction vous choque aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous choque? J'y viens à l'obstruction. Vous avez des textes qui peuvent être modifiés. J'ai à côté de moi un collègue qui propose un projet avec lequel je suis fondamentalement en désaccord, mais qui propose un projet. Et vous avez en face de moi un collègue qui propose des amendements dans lesquels il dit supprimer l'alinéa 1 qui correspond à le titre premier est ainsi rédigé. Oui. Voilà. Non, mais le même amendement des dizaines et des dizaines de fois, chaque amendement demande la suppression des alinéas, alinéa par alinéa. Je finis et je vous laisse répondre. Oui. Juste sur ce sujet, il n'y a pas de projet de société derrière. Il y a juste une volonté de ne rien changer sur un système dont on a identifié les limites, les problèmes et pour le coup le non-financement. Donc à terme, la promesse qui est faite au travers l'obstruction de la France insoumise. Eh bien, c'est un délitement. Vous, dans l'opposition, vous vous engagez à ne jamais faire de l'obstruction. D'abord, ça voudrait dire que je ferai un deuxième mandat, ce qui n'est pas encore fait. Oui, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Non, mais par ailleurs, moi, j'ai cette modestie-là de le reconnaître. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Et donc, par rapport à ça, je ne dis pas jamais. Par contre, j'essaierai au moins de proposer. Vous ne dites pas jamais, j'entends. J'essaierai au moins de proposer quelque chose. Julien Dib, il faudrait qu'on fasse circuler la parole. Le souci quand on est à droite et qu'on veut faire de l'opposition constructive, c'est la formule consacrée, c'est qu'on est moins audible. C'est le billet de Stéphane. Il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie qui est faire de l'obstruction, c'était le choix fait par les Insoumis, une partie de l'extrême gauche, et une autre stratégie qui est de modifier le texte, d'avoir un texte différent, d'avoir des contre-projets, c'est ce qu'on a fait chez les Républicains. Après, on parle d'obstruction. Honnêtement, ça reste petit joueur en fait, 20 000 amendements. Non mais... Bien sûr, on regarde il y a 15 ans en arrière, il y avait un projet de loi. On va le voir d'ailleurs dans le reportage qui arrive. Près de 140 000 amendements qui avaient été déposés à l'époque. Près de 140 000 amendements. Aujourd'hui, on est sur 137. C'était le parti social. Non, mais je ne suis pas en train de faire offense. Il a raison. Il faudrait qu'il y ait plus d'insoumis, on ferait mieux. Mais sur votre stratégie à vous, à droite, vous ne voulez pas de cette réforme-là. Mais au risque de passer inaperçu, vous ne voulez pas aller dans cette stratégie insoumise non plus. Non, mais ce n'est pas notre stratégie. On préfère aborder la question du fond. Moi, je crois que cette stratégie... Oui, je suis d'accord avec le gouvernement. Le diagnostic des oppositions est assez partagé. Simplement, je crois que ce jeu-là va finir par servir la majorité du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une commission, j'en sors aussi de cette commission des retraites, qui n'ira probablement pas à son terme au rythme où cela avance. L'étude des amendements, c'est 1% des amendements qui ont été étudiés jusqu'alors. On a un calendrier qui est tellement serré qu'il est possible que la commission soit rendue caduque d'ici la semaine prochaine si le gouvernement ne choisit pas de changer le calendrier d'examen du projet de loi en séance publique. Donc si ça reste en l'état, ça risquera de servir effectivement la majorité. C'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix-là. Alors je vais vous montrer un sujet, je vous redonnerai la parole, mais peut-être une première réaction, Philippe Meyer. Ces montagnes d'amendements, c'est pas nouveau, mais est-ce que ça vous amuse ou est-ce que ça vous accable? Non, ça ni de m'amuse ni de m'accable. D'abord, je voudrais dire, vous avez souligné tout à l'heure que je suis jeune depuis très longtemps et j'ai commencé très tôt à fréquenter les galeries de l'Assemblée nationale avec des copains de lycée. On aimait beaucoup la politique, on n'était évidemment pas d'accord et là au fond je suis assis entre trois députés qui ont encore du placenta dans les narines. Enfin, c'est pas du tout les députés qu'on voyait quand j'allais à l'Assemblée nationale. C'est pas le Chanoine Kir et c'est pas... Et donc, il y a quelque chose... Vous n'auriez pas les prendre au sérieux, alors? C'est pour ça. Non, c'est pas qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, mais c'est que, forcément, le Parlement, c'est un théâtre dans tous les pays du monde, et que, quand on se met à jouer une pièce où on n'est que des acteurs qui en sont à leur première prestation, il y a des trucs qu'on essaye parce que, bon... Cela dit, sur le plan du théâtre, je pense que vous allez avoir une difficulté qui est que 20 000 amendements, certes, c'est moins que 139 000, mais c'est long. Et de l'autre côté, de l'autre côté des caméras,
de l'autre côté des micros, au bout d'un moment, on va dire... Bon. Et moi, je me disais, au fond, il faudrait trouver un coup. C'est-à-dire, vous déposez 20 000 amendements, et puis, je ne prétends pas devenir conseiller de la France Insoumise, et puis au bout d'un certain temps, vous dites, bon, maintenant, ça suffit, on les retire tous, on n'en propose qu'un. Et là, malin, vous mettez tout ce que vous voulez dire contre ce truc. Parce que sinon, c'est comme, si vous voulez, cette grève, il y a beaucoup de difficultés à réaliser sur quoi elle porte, tellement ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a quelque chose dans l'ordre de la pédagogie ou dans l'ordre de la théâtralité qui est propre à l'Assemblée nationale que je crois il faudrait trouver et renouveler. Puis il y a une autre chose, c'est que je me fiche du qualificatif qu'on donne à ce régime. Je pense que nous vivons dans une société de cours. On vit dans une société de cours depuis au moins Louis XIV et probablement depuis Louis XI. Et là, pour moi, la rénovation du Parlement, c'est-à-dire des moyens donnés au Parlement. Par exemple, moi, j'ai été furieux contre les dispositions qui ont été prises pour réduire les indemnités des parlementaires, pour réduire le nombre de leurs collaborateurs, pour interdire que leurs épouses ou que leurs enfants soient leurs collaborateurs. Il faut avoir jamais vu un député de sa vie travailler, surtout quand il est en plus loin de Paris, pour ne pas se rendre compte que c'est exactement dire aux parlementaires, vous ne travaillerez ni avec votre mari, ni avec votre femme, ni avec votre amant, ni avec vos enfants, c'est leur donner un passeport pour le divorce. Il faut on leur en demande trop, de ce que c'est. On leur demande trop et on leur donne pas assez de moyens. Et c'est à partir de là, par exemple, quand on vous donne un truc comme ça, combien vous avez d'assistants pour travailler ça Non mais excellent sujet, honnêtement. Et là-dessus, je crois que je parle au nom de tout le monde. Oui. On est sur des assistants parlementaires qu'on paye autour de 2400, 2500 euros. Pardon ? Les meilleurs. Non, mais ce qui est déjà pas mal comme salaire. Ce sont les meilleurs. Ceux qui, en région parisienne, déjà, il faut, quand vous embauchez des jeunes, vous n'avez pas des gens qui ont une grande qualification, vous avez souvent des jeunes qui sortent d'études. Ça pose quand même un problème. Si vous avez en circonscription, généralement quelqu'un qui est pris par un travail, plus de circonscription, parce que beaucoup de gens nous sollicitent, problème de logement, problème de divers et variés. C'est important ce que dit Philippe Meyer, parce qu'il faut comprendre dans ces conditions que nous travaillons mal, quel que soit ce qu'on pense. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le reconnaître. Et les Républicains, l'autre jour, à juste raison, ont dit, mais ils sont plus raisonnables que nous, vous l'avez compris, mais les conditions de travail ne permettent pas d'aborder ce texte sereinement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on fait des mauvaises têtes. Moi, j'ai pas de problème à le reconnaître totalement. C'est une stratégie parlementaire. L'idée de Philippe Meyer, d'un coup céder l'amendement répétitif et créer un amendement unique sur le fond. Mais il y a différentes stratégies, de la même façon que sans aucun doute. Surtout par rapport à l'opinion. Le 17 février, on déposera aussi une motion de censure qui sera un moment solennel. Il y a un amoureux de la politique et des députés, mais parmi ceux qui nous regardent, il y a, malgré tout, on aurait tort de ne pas parler de ce sentiment qu'on sent dans le pays à travers les parlementaires. Vous voulez faire un buzz sur Internet, vous parlez de la retraite des sénateurs ou les avantages des députés, et immédiatement, une partie de l'opinion s'enflamme. Donc j'ai l'impression que c'est difficile de réclamer plus de moyens quand on a déjà on guette chaque... C'est difficile, mais la politique, c'est difficile. Vous avez prononcé le nom de Michel Rocard tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance d'être son ami depuis l'âge de 14 ans, parce que j'étais son voisin, et qu'il a essayé de m'apprendre l'économie politique, et cet échec a créé entre nous des liens qui ne se sont jamais jusqu'à sa mort. J'ai même squatté, puis après racheté la maison qu'il avait achetée lui-même dans l'Aveyron. Mais, je veux dire, c'est précisément l'une des choses qu'on pouvait apprendre de Rocard, y compris les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Entre parenthèses, on aurait fait la réforme des retraites qu'il avait proposée, Mitterrand l'aurait pas saboté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'était précisément qu'il y a des choses, à un moment donné, qu'il faut avoir le courage de faire, et le courage de dire. Et je pense que vraiment, en ce moment, il y a quelque chose de profondément civique à dire que le Parlement n'est pas traité comme ce qu'il doit être dans une démocratie où on prétend qu'il y a une séparation des pouvoirs. Aussi ce qui est le rôle du Parlement. Allez, après, je voudrais quand même revenir au sujet. Ce qui est le rôle d'un député, on l'enseigne mal. C'est pas la faute des enseignants, c'est la faute des programmes. C'est la faute des programmes définis par l'éducation nationale, où on retire aussi des pans de l'histoire. Et ça fait partie... l'éducation civique, c'est aussi comprendre comment fonctionne sa démocratie. Les moyens des parlementaires, et même en Ve République, on entend votre, au fond, coup de gueule, parce que c'est important aussi de dire que, voilà, c'est pas toujours évident de travailler sur des réformes aussi difficiles avec les moyens que vous avez. Premier point de consensus. On va revenir à cette obstruction. On l'a dit, ça n'est pas nouveau. L'obstruction, c'est une vieille histoire. Le record du nombre d'amendements sous la Ve République n'est d'ailleurs pas battu. On l'a dit avec cette réforme des retraites. Retour en images sur ces longs bras de fer et aussi sur les armes qui existent dans la Constitution, dans le règlement de l'Assemblée, à la disposition de l'opposition. On voit cela avec Hélène Bonduel. Jean-Louis Debré noyé sous une tonne de papier au perchoir. Cette année-là, le Parlement étudie la fusion GDF-Suez et bat tous les records d'amendements déposés en séance publique. Plus de 137 000, l'équivalent de ce que l'Assemblée étudie en 5 ans. Une véritable volonté d'obstruction.
quand les députés vont recevoir ça dans leur bureau, ils ne vont pas examiner chaque amendement, ce n'est pas possible. Loin d'égaler ce chiffre, les députés insoumis ont eux aussi décidé de jouer l'obstruction sur les retraites en multipliant les amendements. 19 000 environ sur les 22 000 discutés en commission. Nous entreprenons la grève du zèle parlementaire. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher le gouvernement de passer en force et donc d'avoir des méthodes qui font du bruit pour interpeller sur ce qui est en train de se passer au Parlement. Quitte à multiplier les amendements de suppression d'articles, ou certains plus farfelus, comme celui de rebaptiser une section en incantation générale de façon à donner une apparence d'humanisme à une réforme délétère. Objectif, allonger les débats pour tenter de retarder l'adoption du texte. Mais cette stratégie d'obstruction est assez stérile en commission. La guerre des nerfs se joue surtout dans l'hémicycle et ça ne date pas d'hier. Merci, monsieur Gosselin. Oui, c'est déjà fini. Oh, bah déjà, c'est très court. Mais j'y reviendrai, madame la présidente. Soyez sans crainte. En 2013, pendant la discussion sur le mariage pour tous, l'opposition joue la montre et dépose plus de 5000 amendements. Vous menez une guérilla, vous menez une entreprise d'obstruction. Une nuit de novembre 1998, c'est la députée centriste Christine Boutin qui, en pleine proposition de loi sur le Pacs, occupe le perchoir pendant 5h25. Le Pacs constitue une quadruple atteinte au principe d'égalité, parce qu'il est discriminatoire à l'égard des personnes homosexuelles, discriminatoire à l'égard des frères et sœurs. Pour rallonger les débats, les députés peuvent aussi réclamer des suspensions de séance, 2 maximum par groupe et par séance. Souvent, ils utilisent aussi le rappel au règlement qui suspend les discussions. Monsieur Jacob, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Monsieur Hetzel pour un rappel au règlement. Mais dorénavant, ce rappel doit faire référence à un point précis du règlement. Les parlementaires ont aussi une panoplie de motions à leur disposition. La motion de rejet préalable, la motion de renvoi en commission, la motion référendaire qui demande la consultation des citoyens sur le texte. La motion référendaire que nous allons initier, le 17, va être l'occasion pour ce gouvernement de dire « Ok, allons voir le peuple ». Pour cela, ils devront recueillir au moins 1/10 des signatures des députés, soit 58. Et enfin, la motion de censure qui met directement en cause la responsabilité du gouvernement et entraîne le rejet du texte. Les 3 groupes de gauche, radicaux, insoumis et socialistes et apparentés, sont prêts à l'utiliser pour contrer la réforme des retraites du gouvernement. Alexis Corbière, on a compris que vous allez tout utiliser, hein, toutes ces armes à votre disposition, toutes les motions de rejet, rejet préalable, motion de censure, voilà, avec le d'ailleurs... discours de 5h25, ça le tentait bien, Alexis avec Corbière, d'ailleurs d'autres partenaires, d'autres groupes de gauche. Le rêve ultime, c'est de pousser ce gouvernement au 49-3 ? Non, mais pas du tout, mais... Ce que nous faisons n'a de sens, quel que soit ce qu'on en pense, que parce que le pays, depuis plusieurs semaines, est très mobilisé contre ce projet de réforme des retraites, parce que toutes les études d'opinion démontrent qu'une majorité de Français n'en veut pas. Ce que nous faisons n'aurait pas de sens si on était dans une approbation générale. Vous y avez pensé, le piège du 49-3 ? Non, mais attendez, tout ça n'est que de la politique. Chacun jugera si sur un projet aussi important, le gouvernement veut utiliser ce qui est un coup de force contre la représentation parlementaire. Là encore, je le répète, il y avait d'autres façons. Pour quelle raison le Parlement devrait être brutalisé sur un texte aussi important ? Je rappelle une chose. Emmanuel Macron a été élu page 13 et il dit « Je ne rallongerai pas la durée de son travail, je ne baisserai pas les pensions ». Et pour autant, il a été élu pour réformer les retraites. Mais il n'a pas été élu pour faire ça. Et derrière Mokawa, d'accord ? Pardon ? Je ne toucherai pas à l'âge légal de départ. Oui, exactement. Allez, et toutes ces études sont en train de montrer que pour autant, pour avoir une retraite complète, non mais c'est là où vous devenez... Pardon, j'en fais pas un cas personnel, mais c'est absolument d'un cynisme honteux. C'est-à-dire dire aux gens, je ne toucherai pas à l'âge de la retraite, mais pour avoir un âge complet, il faudra partir à 65, voire même 67 ans. C'est, pardon, prendre les Français pour des cons, et ils sont forts en colère parce qu'ils en ont assez. Allez, vous avez bien même lorsque vous expliquez en commission, même lorsqu'on vous explique en commission, études d'impact à l'appui, graphique à l'appui, que les personnes qui partent à la retraite au-delà de 64 ans, donc entre 64 et 67 ans, ce sont les personnes qui aujourd'hui sont dans les déciles les moins favorisés, donc à savoir les plus pauvres. Ceux qui poussent jusqu'à 67 ans pour annuler les décotes, c'est parce qu'elles ont eu des carrières hachées, c'est parce qu'elles ont eu des périodes d'inactivité, c'est parce qu'elles ont finalement eu des accidents de la vie, et c'est ces personnes-là qui vont bénéficier les premières de l'âge d'équilibre avec l'annulation des décotes dès 64 ans. Vous reconnaissez que le projet de travailler plus longtemps n'était pas dans le programme. Le Premier ministre l'a dit. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Édouard Philippe, il est Premier ministre. En général, quand il parle, vous l'applaudissez. Il a dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Juste répondez sur ce point-là. Calmez-vous, monsieur Corbière, parce que vous ne me laissez pas parler. Comme vous avez l'habitude de le faire. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup parlé, monsieur Corbière. Sacha Oudil, allez. C'est pour répéter les éléments de langage, mais je vous laisse parler. Mais voilà, vous voulez rien entendre en fait.
Parce qu'il n'y a que votre parole qui vaut. C'est ça le problème. On vous écoute. Et ça c'est votre version de la démocratie. Il va réviser l'étude d'impact, promis, et puis pendant ce temps, vous finissez. Voilà. Donc vous voulez dire que cette réforme est juste d'un point de vue social, c'est ça ? Je vous en prie, je vous écoute. Oui, alors avec le mépris de M. Corbière, je vais répéter les éléments de langage. Je méprise qu'on prenne les gens pour des idiots. Voilà. Allez, on avance. Faites un effort, je vous en prie. Je ne voudrais pas me mêler de votre intéressant débat. Non, mais moi je trouve qu'il ne faut pas mentir aux gens. L'âge de départ complet, c'est pas correct. Je ferai remarquer qu'il y a eu une époque où on était beaucoup plus violent à l'Assemblée nationale. Si vous faites le catalogue des insultes qu'on se jetait à la figure... C'est vrai, mais on va essayer de ne pas aller jusque-là. J'aurais dû amener, j'avais fait un jour une chronique où j'avais fait le relevé des insultes. C'est vrai, mais pour le coup, ce n'est pas forcément une leçon de l'histoire. C'était plus pittoresque d'une certaine manière. Et on comprenait mieux quand vous traitez quelqu'un. Si vous voulez, il y a une inéquité, ou en tout cas quelque chose de faux quand on dit qu'on va travailler plus, parce que les gens ne vont pas travailler de la même façon. Non mais d'abord, tout le monde aura travaillé 40 annuités, c'est le fait de la réforme Touraine, donc ça veut dire que c'est ce qui a été adopté sous le précédent quinquennat, 40 annuités pour tout le monde. Les dispositifs qui permettent aux gens de partir plus tôt sont conservés, y compris même à 60 ou à 62 ans. Les dispositifs qui font que y a certaines personnes qui ont des métiers moins pénibles, qui vont devoir travailler plus longtemps, eh bien, sont conservés. Et donc, tout cela sera aménagé dans un régime universel. Ou lorsque vous acquériez avant des trimestres, vous acquériez désormais des points pour utiliser vos pensions. C'est pas vrai ce qu'il dit. S'il vous plaît, juste, est-ce que vous ne croyez pas que donner un peu plus de temps pour justement convaincre. Est-ce que vous pensez qu'ils sont d'accord après, qui pour l'instant, je ne parle pas forcément de l'opposition, mais des Français qui vont suivre ce débat, vous les représentez, serait utile. Parce qu'au fond, ce qui est reproché aussi dans cette méthode d'obstruction, c'est le calendrier donné pour pouvoir étudier ce texte tranquillement. Procédure accélérée, ordonnance qui maltraite de fait le Parlement. Qu'est-ce que vous répondez? Conseil d'État qui alerte sur la précipitation également. D'abord qu'il y a eu deux ans de consultation, qu'ensuite lorsque moi je présente le projet de loi dans les cérémonies de vœux auxquelles j'ai participé, 30 cérémonies de vœux devant à peu près 5000 personnes, j'ai pu expliquer ce que valait l'harmonisation des droits, c'est-à-dire que pour X euros de cotisation, 10 selon le rapport de Levoix, on avait le droit à un point qui valait 55 centimes, que ce point qui valait 55 centimes pouvait être modifié selon les conditions d'exercice du travail, du métier, c'est-à-dire que si vous êtes un ouvrier du BTP, si vous êtes un policier, votre point il vaut plus 55 mais 56, 57 ou 58, ce qui vous permet soit d'avoir une meilleure pension, soit de partir plus tôt, et que ensuite il y a les droits supplémentaires que l'on crée. Et ça, ces droits, je les ai en partie cités. Ce qui démontre que le projet en lui-même, il est compris lorsqu'on est capable de l'expliquer convenablement. Donc le gouvernement a peut-être insuffisamment fait son travail sur les questions d'explication. Il nous appartient, nous les députés, de le faire aussi. Sur quoi, par exemple, pourriez-vous reprendre des amendements de l'opposition? Vous, personnellement, Julien Dive, vous vous battez sur quoi? Et y a-t-il des passerelles possibles sur le fond entre majorité et opposition sur cette réforme? Je peux rentrer sur des points précis, si vous voulez. Vous dites sur quoi je vais. Sur les 1000 euros, par exemple, de minimum de retraite. J'ai des sujets personnels. Vous avez des sujets. Comme la question de l'extension de la pension de réversion au couple pacsé, par exemple. C'est un sujet que j'ai déposé d'ailleurs dès décembre. Moi, oui. Il y aura une ouverture. Il y aura des ouvertures vis-à-vis de. J'espère que justement la majorité aura une attitude différente de celle qu'elle a pu nous montrer sur d'autres textes où effectivement elle rejetait, mais tant mieux, mais ça vous honore. Elle rejetait principalement des idées qui venaient de l'opposition, que ce soit les insoumis du banc de la gauche ou du banc de la droite. Elle les rejetait et parfois pour les reprendre dans d'autres textes. Et on l'a vu et on va le revoir d'ailleurs avec un autre sujet qui a défrayé la chronique ces derniers jours avec l'allongement des durées de congé pour les parents endeuillés. Et on a eu cette situation-là. Alors si la majorité est prête à changer de braquet, y compris sur des amendements qui viennent de la gauche, y compris sur des amendements qui viennent de la droite, ça les honorera bien. Mais j'en doute, permettez-moi d'en douter. Allez, on va terminer avec Elsa Mondingava de la rédaction d'LCP. Merci de nous avoir rejoints. On va vous retrouver tous les jours depuis que cette réforme des retraites est à l'Assemblée, en commission spéciale, puis dans l'hémicycle. Ça s'appelle le point retraite, pour une retraite à point. Il n'y a pas de meilleur jingle possible. C'est parti. Elsa, le premier point retraite, ce soir vous nous parlez du calendrier, c'est le nerf de la guerre, on l'a bien compris, une course contre la montre, c'est ouverte. Exactement, comment faire tenir l'examen du texte en commission spéciale et dans l'hémicycle avant le premier tour des municipales? C'est la grande question que se pose la majorité et les députés ont en fait 5 semaines pour achever ces examens. Alors ça rentrait déjà un peu au chausse-pied, eh bien c'était sans compter sur vous, Alexis Corbière, et vos collègues des Insoumis, puisque vous avez déposé 19 000 amendements. Alors l'examen de la commission a commencé hier, il se poursuit ce soir et chaque début d'examen, eh bien, les députés s'interrogent. Est-ce qu'on va pouvoir finir à temps? Va-t-on devoir travailler le week-end? Écoutez ce que leur répond la présidente de la commission spéciale, Brigitte Bourguignon. Permettez-moi juste de vous dire que sur le nombre d'amendements, je ne suis pas tout à fait responsable, ni personne d'autre d'ailleurs de ces oppositions.
pour le nombre qui reste et le nombre déposé. J'espère que nous pourrons aller jusqu'au bout du texte et que ça dépendra beaucoup aussi de l'attitude de chacun dans ce débat, parce que, vous le savez comme moi, il y va aussi un peu de notre crédibilité extérieure. Alors les députés vont siéger ce week-end, très probablement la semaine prochaine également, mais même avec tout ça, eh bien, on pourra examiner tous les amendements si on travaille 24 heures sur 24. C'est donc une mission quasi impossible. Le scénario qui se profile, eh bien, c'est que la Commission ne puisse tout simplement pas terminer l'examen du texte. On reprendrait dans l'hémicycle le texte du gouvernement, donc sans les amendements de la Commission. Ça, de mémoire de fonctionnaires de l'Assemblée, c'est inédit, mais on s'y prépare. À ce moment où le texte franchira l'hémicycle, on aura 3 semaines de discussion possible avant la pause des municipales. C'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui présidera une grande partie des séances pour faire preuve de fermeté dans les prises de parole. Mais quelque chose me dit bien que l'obstruction parlementaire des Insoumis notamment, elle ne s'arrêtera pas à la porte de l'hémicycle et on recommencera en séance. Vous êtes prêt à tenir ? Bien sûr. Non, mais c'est un débat fondamental et je crois que c'est notre honneur comme député de faire entendre cette voix, qui est une voix qui existe dans le pays. Après, chacun jugera. La pire des choses eût été de rester silencieux ou de banaliser ce moment. Pour conclure d'un mot, je voudrais qu'on revienne au théâtre. On avait une image du Parlement britannique, le filibustering, ça vous connaissez par cœur, c'est l'obstruction parlementaire. C'est la source même. C'est le moment, l'acmé dramatique de ce film. On a vu des députés britanniques lire du Shakespeare ou des romans dans l'hémicycle. C'est encore une fois, dans Mr. Smith au Sénat, il tient pour lutter contre des sénateurs corrompus, parce qu'il y a des sénateurs corrompus, il tient pendant des nuits entières. Un jour et une nuit, et on voit l'épuisement complet dans lequel il est. C'est une vieille tradition parlementaire. Il y a pas, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un droit. En tout cas, ça n'a pas été inventé récemment. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça a le même impact dans une société qui est surcouverte médiatiquement? C'est-à-dire qu'au bout, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, au bout d'un certain nombre de montées à la tribune pour défendre des amendements, de l'autre côté des télévisions, au moment du journal télévisé, les gens vont dire « Rendez-nous Jean-Pierre Pernaut ». Allez, le théâtre, on va en parler, le vrai théâtre, celui sur lequel, la scène duquel vous êtes tous les dimanches au Lucernaire. Merci messieurs, merci Elsa. Alexis Corbière, vous restez avec nous. On va regarder un premier extrait de cette déclaration d'amour à la radio, mise en scène par Benoît Carré, ma radio, Histoire d'amour. Regardez. Un jour, Levaille me dit écoute, au lieu de faire ta chronique sur n'importe quel sujet, quand on a un invité politique de 7h30 à 9h pour une session importante, pourquoi tu ne ferais pas son portrait? Le premier sujet de cette série de portraits a été Georges Marchais. Monsieur Georges Marchais est né sous le signe astrologique des Gémeaux. Or, les Gémeaux sont un signe de gens distraits. Et c'est sans doute parce qu'il était distrait que M. Marchais s'est retrouvé travailleur volontaire chez Messerschmitt pendant que les autres entraient dans les maquis. On le connaît depuis la communale, le gars qui est là sur la photo, à la première page du journal, mais on ne le reverra pas de sitôt. Voilà, vous racontez, seul en scène, une vie de radio, les chansons, les chansonniers que vous adorez, les frères Jacques. Petit hommage, clin d'œil à Yvan Levaille, qui a été président d'LCP d'ailleurs, hein, j'en profite au passage. Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Vous connaissez Richard Verly, Philippe Meyer. Cette Helvète. Vous connaissez cette Helvète. Eh bien, c'est à cette Helvète, qui est correspondant parisien au quotidien suisse Le Temps, que nous avons demandé un petit exercice que vous connaissez là encore très bien, votre portrait. Eh bien, sacré travail, Myriam, que vous m'avez demandé. Et finalement, autour d'un thème, Philippe Meyer, c'est un esprit français. Un esprit terriblement français. Donc, vous imaginez ma surprise lorsqu'un jour, il m'a appelé pour me proposer de rejoindre la bande de complices qui enregistre chaque semaine son émission en podcast, Le Nouvel Esprit Public. Parce que pour moi, c'était vraiment absolument impensable de me retrouver aux côtés de quelqu'un qui connaît tout, qui a tout lu, qui a tout vu, qui a tout entendu. Et la preuve, je vais vous donner un premier exemple, vous l'avez cité, c'est les frères Jacques. Moi, j'avoue que je connaissais à peine les frères Jacques. Eh bien, en voici un extrait, et Philippe, lui, il connaît presque toutes les chansons. Écoutons. Allez-y, n'hésitez pas. Je cherche le texte.
Alors, dans la haine du profil Myriam, c'était la complainte mécanique. Ça correspondait assez bien à l'ambiance actuelle en France à propos de la réforme des retraites et au moment des conflits sociaux qu'on connaît. Mais Philippe Meyer, cette érudition, des fois, il vous la sort comme ça, au débeauté. Par exemple, récemment, dans une émission qu'il animait, j'ai cru bon de parler d'un ouvrage que je venais de lire sur Saint-Just, l'archange de la terreur, un ouvrage tout juste publié. Et voilà que Philippe nous raconte, à la manière de l'histoire de France, du Tour de France des 2 enfants, l'histoire complète de la maison de Saint-Just à Blérancourt, dans l'Aisne. Ah oui. Alors là, chapeau Philippe, il connaissait même la plaque qui était sur cette maison. Donc ça veut dire quoi? Vous nous dites qu'un érudit de l'ancien monde est sur ce plateau ce soir? Alors effectivement, Philippe Meyer est tout à fait ancien monde, mais sa véritable talent, c'est de transcender les époques en cuisinant la France d'hier à la sauce d'aujourd'hui. Et ça, il sait formidablement bien le faire. D'ailleurs, il appelle son podcast Peau de caste, manière d'être un peu élitiste sans en avoir l'air. Enfin, il y a une dernière caractéristique. J'ai parlé de l'érudition de Philippe, mais il a un autre trait terriblement français. Il adore les décorations. C'est au choix un maréchal d'Empire ou un maréchal soviétique. Prenez celui qui vous convient. Il les a toutes et d'ailleurs, quand il les reçoit, il parle. Et écoutez, un de ses discours récemment, il s'adressait au président François Hollande. Monsieur le Président, je suis né le jour de Noël et feu mon père avait coutume de dire que c'était parce qu'il manquait un âne dans la crèche. Grâce à vous, maintenant, je peux aussi remplacer le sapin. Alors franchement, effectivement, il ne reste plus qu'à lui tirer notre chapeau. Vous savez, en Suisse, nous n'avons pas de décoration. Désolé Philippe, je ne peux pas vous en remettre. Mais à force de le fréquenter et d'être à côté de son talent, nous passons, nous, notre temps, nous pauvres journalistes, eh bien, à manger notre galurin. Merci beaucoup. Eh ben, quel hommage! Il y a un film, enfin une pièce de théâtre, puis qui est devenu un film, qui s'appelle L'Habit Vert. Et dans cet habit vert, il y a une duchesse un peu comme ça, faux folle, qui est une étrangère, même riche, qui a épousé le duc de Montlévrier. Et elle présente un jour un pianiste international, Parmeline. Elle le présente en disant « Je vous présente l'illustre Parmeline ». Et Parmeline dit « Illustre ?» Pourquoi cette restriction? Voilà ma réponse. L'esprit français. Non, ça mais vous va non, que mais vous incarneriez, c'est-à-dire l'esprit critique critique à la française qui se prend pas trop au sérieux. C'est des histoires personnelles. Je veux dire, c'est à un moment donné, vous êtes pas dans le courant dominant pour des tas de raisons familiales, personnelles, etc., etc. Et puis vous êtes pensionnaire, par exemple, très tôt, et vous observez. Et vous observez, l'observation vous protège d'une certaine manière, et même parce que dans un internat, il va toujours vous arriver un mauvais coup, parce qu'il y a un pion qui est planqué quelque part, il y a un copain qui prépare une saloperie, etc. Le fil de conducteur de votre vie, parce que vous avez tout fait, vous avez écrit, vous avez produit des émissions, vous avez fait de la sociologie, vous êtes parti au Chili, vous êtes parti au Canada, vous avez fait 68... Je suis parti au Chili parce que mes camarades de fac... Vous avez fait passer les oraux de l'ENA, vous n'avez jamais passé des grands concours. Non. C'est quoi le point commun, l'invariant qui raconte? C'est les rencontres. Ensemble. Je veux dire, bon, il y a des rencontres qui font. J'ai dit tout à l'heure, j'ai connu Michel Rocard. C'est pas complètement par hasard. Oui, c'était mon voisin dans la première campagne électorale qu'il a faite, mais j'étais aussi d'une famille mendéciste et qui était opposée à la guerre d'Algérie et qui était favorable à l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a déjà ça vous pousse. Après, Rocard m'a séduit parce qu'il parlait de la politique d'une manière qui était extrêmement différente. Il parlait de l'aménagement du territoire, il parlait des transports, il parlait de la politique étrangère. Il parlait, et ça c'est un truc moi qui m'est resté, et qui j'ai essayé d'en dire un mot tout à l'heure à propos de l'importance du Parlement, mais du rapport entre l'État et la société civile. C'était un homme qui souhaitait l'émancipation de la société civile. Vous vous souvenez pendant la campagne que beaucoup se précipitaient pour dire qu'ils étaient le fils spirituel de Michel Rocard, dont un certain Emmanuel Macron. Est-ce qu'il l'est, à votre avis? Ce sera ma dernière question. Non, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas ce souci de la société civile et il n'a pas non plus dans la fabrication des réformes, il n'a pas la pédagogie qu'avait Rocard, qui avait fait des réformes extrêmement difficiles, notamment celle de l'enseignement agricole, où c'était extrêmement compliqué, parce que ça mêlait des questions de laïcité à des questions de réforme de l'éducation, mais il l'a faite, comme il a dit, en n'en parlant pas, en discutant, et quand il est arrivé à en parler, et la grande difficulté, disait-il, c'est de ne pas en parler, parce que les journalistes sont toujours à l'affût, et si vous leur dites que vous pensez que telle solution est intéressante, ils n'entendent pas ça, ils pensent que vous allez la mettre en œuvre, ce qui fait que vous n'avez pas le temps de réfléchir.
réfléchir. Non, sur ce plan-là, je pense que le président Macron ne peut pas passer pour un fils de Rocard. Moi, j'ai une carte postale de Michel Rocard me disant il y a que toi qui puisse te dire être mon héritier. C'est parce que j'avais racheté la maison qu'il m'avait prêtée pendant des années. En tous les cas, Rocard comme passion, pas Macron, on retiendra la radio comme passion, et je renvoie à votre spectacle. Oui, comme auditeur et comme producteur. Oui, absolument. Sûr. Vous dites même que vous auriez été obligé de travailler si la radio n'existait pas. Si j'avais pas fait ça, j'aurais dû travailler. Oui, le Lucernaire, c'est tous les dimanches, ça s'appelle Ma Radio Amoureuse, et c'est à quelle heure? 19h. À 19h. On va parler à présent de cette polémique sur le congé pour les parents en deuil d'un enfant. C'est un sujet grave. Merci Richard Verly. Elle a beau dater de la fin de semaine, cette polémique, elle ne retombe pas. Elle vire même à la crise entre majorité et gouvernement. Les marcheurs sont en colère contre l'exécutif et même contre le président de la République. Il refuse de porter le chapeau, comme nous l'explique Stéphanie Despierres depuis la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Oui Myriam, la journée a tourné au psychodrame dans la majorité. Les députés sont excédés et ont plusieurs griefs. Première cible de leur colère, le président de la République lui-même. C'est très rare, voire inédit. Au moins 2 députés ce matin ont pris la parole pour dire qu'ils avaient été heurtés par les déclarations d'Emmanuel Macron. Ce week-end, le président de la République a demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité, mais les parlementaires se sont sentis visés. Je suis très en colère, ça me touche dans mon honneur, a expliqué une députée ce matin. Un autre a accusé le président de la République de créer l'emballement médiatique. Deuxième cible de la colère des députés, eh bien c'est le gouvernement et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Les députés en ont marre d'être la cible sur les réseaux sociaux, de passer pour des sans-cœur, pour des godillots, alors qu'ils sont loyaux, disent-ils. Les députés ne veulent pas endosser la responsabilité de ce fiasco, même ceux qui étaient dans l'hémicycle jeudi lors du vote, comme l'explique Jean-François Césarini de l'aile gauche de la majorité. Je crois que les députés ont voulu un petit peu laver leur honneur et beaucoup sont montés au créneau. Je le dis d'ailleurs, pas forcément l'aile gauche qu'on entend souvent et que je peux représenter, mais des députés qui sont classiques, on va dire, qui sont plutôt en règle générale assez obéissants, enfin voilà, et qui sont montés au créneau pour dire excusez-nous, mais le bouc émissaire, que ce serait que les députés En Marche, qui seraient inhumains, qui n'auraient aucun sens politique, qui seraient des imbéciles, c'est un scénario qu'on n'accepte pas, parce qu'à la fois vous nous avez dit de voter contre. Certains ont voté contre, on leur a mis conscience parce que techniquement ils trouvaient que le projet n'était pas bon. On a voté contre, et une fois qu'on a voté contre, on ouvre la presse en disant « ouais, c'est des cons, c'est des imbéciles, ces gens-là sont inhumains ». Enfin, c'est inacceptable. Voilà, les marcheurs qui mettent en cause clairement le gouvernement, mais aussi leur propre chef à l'Assemblée. Une députée proche d'Édouard Philippe a même carrément mis en cause Gilles Legendre, le patron des députés, pour lui reprocher de n'avoir pas assez défendu ses troupes dès jeudi. En coulisses, d'autres membres de la majorité disent qu'il y a un problème de management et d'organisation au niveau du groupe. À chaque fois, on se fait avoir, soupire une parlementaire aguerrie. Cette proposition de loi ne tenait pas, on aurait dû proposer autre chose. La polémique politique, c'était prévisible. On ne fait pas de politique, on ne fait que de la technique, regrette un autre député. Bref, cette affaire du congé pour parents endeuillés crée de très fortes tensions au sein de la majorité, alors qu'elle aurait besoin d'être unie au moment où commence le débat sur les retraites ici à l'Assemblée. Stéphanie Despierres, depuis les 4 colonnes. Bonsoir Bruno Questel. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de l'Eure et vous ne mâchez pas vos mots depuis cette polémique. On va revenir sur le fond du texte et sur la manière dont le gouvernement va rétropédaler à l'intention de corriger. Mais peut-être d'abord, racontez-nous ce qu'on vous a dit en circonscription sur cette affaire, au fond, de non-vote sur le congé pour les parents en deuil. Ça a été une rencontre samedi matin d'une personne que je connais bien, sur un marché, qui a connu un drame personnel. Une soufflante Oui, mais une réelle soufflante de désarroi. Et qu'il me faut moi aussi entendre et accepter et retraduire après dans mon expression devant vous, comme j'ai pu le faire hier, effectivement. C'est une connerie, pardonnez-moi l'expression, ce qui s'est passé dans l'hémicycle. J'ai employé ce terme hier, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui le contraire de ce que j'ai pu dire hier, mais je voudrais aussi qu'on replace ça dans le contexte institutionnel. Les niches parlementaires dédiées aux propositions de loi des groupes parlementaires, c'est un piège à con. Je suis désolé. On n'a pas l'ingénierie administrative et de l'exécutif qui se met en route pour accompagner le processus d'élaboration de la loi. Le groupe majoritaire, quel qu'il soit, il suit comme le lait sur le feu les projets de loi du gouvernement auxquels il ne veut pas manquer. Et ces propositions de loi ne sont pas appréhendées comme on le devrait. De même qu'on devrait être capable, groupe majoritaire,
de travailler en amont, y compris pour dire on n'est pas d'accord avec vous et on vous le signifiera en séance, sur ces mêmes propositions de loi. Là, on a vous un problème expliquez quelque de chose forme, qui m'a l'air de assez méthode technique. que de oui, fond. mais quand vous êtes dans l'hémicycle, alors vous n'y étiez pas, vous personnellement, mais vos collègues, et qu'on touche à des sujets aussi dramatiques, mais tout va très aussi concernants, on n'a pas de réflexe politique pour se dire attention, là, je suis un représentant de la nation, je ne suis pas forcément un député loyal à mon groupe, à la discipline de gouvernement. Moi, je me garderais bien de porter un jugement sur mes collègues qui étaient en hémicycle et qui ont voté de telle ou telle manière. Mais vous n'êtes pas vous-même un novice en politique, vous étiez élu avant 25 ans d'être député. Comment vous expliquez ? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est le manque de sens politique? Non, c'est l'enchaînement des événements. Un amendement, M. Corbière le sait bien, et je suis sûr qu'il aura l'honnêteté de le dire. Ça arrive, et puis qui est pour, qui est contre, l'avis du gouvernement est défavorable. Ben, les élus de la majorité, ben, ils sont ou sur leur téléphone, ou sur autre chose. Avis défavorable, ben, je vote contre. Et puis voilà. C'est comme ça que ça marche aussi, il faut le dire. C'est tout le système global de préparation et d'élaboration en amont de ces proposition de loi niche parlementaire dédiée au groupe qu'il faut revoir, parce que c'est une image désastreuse que l'on donne de nous-mêmes, parce qu'on apparaît effectivement comme étant inhumain, et ce qui n'est pas vrai, il faut arrêter avec ça aussi. Alors attendez, celui qui a dit que vous étiez inhumain, ou qui l'a suggéré, c'est le président de la République lui-même qui a réclamé plus d'humanité. C'est pas exactement ce qui a été reporté. Oui, mais c'est comme ça que ça a été pris par un certain nombre de vos collègues, qui n'ont pas supporté que le président puisse au fond dire on va corriger parce qu'on n'a pas mis assez d'humanité. Vous en êtes ou pas? Ah non, moi je me garderais bien de porter jugement sur les propos que le président de la République peut tenir ou non. Vous savez, j'ai l'habitude de ne pas croire ou de ne pas prendre pour intermédiaire la presse lorsque le président de la République s'exprime. Le président de la République, quand il a quelque chose à nous dire directement, il y a des canaux qui sont très bien faits et il n'a pas l'habitude de tergiverser. Et en l'occurrence, c'est un message global qui ramenait tout le monde aussi un peu à une forme de raison collective. Il y a une colère dans la majorité qui monte. Peut-être pour la première fois, elle se fait entendre, et parfois même vis-à-vis du président de la République, celui qui les a élus, qui les a faits, si je puis dire. Alexis Corbière, ils prennent cher en ce moment, les députés de la majorité. C'est justifié ou c'est trop? Parce qu'il faut aussi peut-être prendre en compte un certain nombre de choses plus techniques sur les propositions de loi, là, le mécano institutionnel. Ouais, bon, moi je pense qu'il y a toujours une responsabilité individuelle dans ce qui a lieu, mais j'entends notamment la défense que vous faites, qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. En Ve République, le Parlement, c'est quand même que ceux qui nous regardent le comprennent bien, c'est quand même compliqué. Je pense que l'erreur qui est faite d'abord, c'est que elle est due à la ministre qui donne la consigne, évidemment, parce que les députés de la majorité soutiennent Madame Pénicaud, qui franchement ne s'est jamais illustrée, je ne veux pas l'accabler, elle a souvent un discours assez froid, assez confus, assez techno face au problème. J'ai souvenir que quand nous, à l'occasion d'une niche, on appelle ces journées-là, là c'était la niche UDI, c'est-à-dire la journée où un groupe d'opposition peut présenter ses lois, nous demandions à ce que, par exemple, le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle, ils ont voté contre, d'accord? Et on est dans la même continuité d'un gouvernement, et notamment de Madame Pénicaud, qui sur les questions, à mon avis, sociales et du travail, ne fait pas preuve d'une grande... Donc, Muriel Pénicaud a sa part de responsabilité. Non, mais c'est fondamental, parce qu'à partir de là... Non, attendez, ensuite, il y a un groupe où il y a un président de groupe, qui normalement est celui qui suit pour les députés, et qui quand même a un temps de réflexion, d'étude des différents textes, et qui en quelque sorte vérifie qu'il n'y a pas... Gilles Legendre, voilà, le président du groupe majoritaire. Moi, je veux dédouaner personne, mais le député de la majorité, il vient et il applique les consignes qui lui ont été données. Et il le fait parfois avec zèle. Certains l'ont fait avec zèle, à mon avis, sont un peu ridiculisés en disant qu'on voulait même se payer. Il y a une députée qui a dit à bon compte de la générosité sur le dos des entreprises. Qui franchement était assez Alors déplacé. justement, on va revoir les images. Pour terminer, la critique qu'il faut porter, c'est celle de nos institutions. Je suis pour plus de pouvoir aux députés et moins de comment dirais-je, de rapports de transmission entre le gouvernement et les parlementaires. Et ça, c'est une illustration tragique de ce que ça peut créer. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'en leur mécontent, les députés En Marche n'étaient pas très contents de le faire, mais ils le font par obéissance parce que ça fonctionne comme ça. Disais, la polémique et on a le même débat sur les retraites. C'est-à-dire qu'on arrive, on vous balance un énorme texte et les députés qui soutiennent le gouvernement disent je le voterai quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'il y a dedans. Depuis hier, le gouvernement a décidé de rétropédaler en corrigeant pour désamorcer cette polémique. D'ailleurs, polémique qui s'est invitée à nouveau aux questions gouvernement. Muriel Pénicaud, abîmée, on peut le dire, dans ce débat, a promis de revenir sur le texte. Édouard Philippe lui-même a fait amende honorable en reconnaissant une erreur qui n'est plus collective dans la bouche du Premier ministre, qui assume, dit-il. Ahmed Tazir nous résume en images ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Bronca généralisée à l'Assemblée. S'il vous plaît. Une ministre sous le feu d'un procès en inhumanité. Nous vous parlions deuil.
Traumatisme. Vous avez répondu technique, juridique. Un député de la majorité qui vient à la rescousse du soldat Pénicaud. Pour être un de ceux qui a vécu ce cas. Pour être un de ceux qui a vécu le cas. Je vous le dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous le dis. Et un virage à 180 degrés. Muriel Pénicaud va finalement défendre l'amendement allongeant de 5 à 12 jours le congé qui suit le décès d'un enfant. Nous pouvons réussir sur le sujet des congés de deuil. Et nous traiterons le sujet des congés de 12 jours. Selon quelle modalité? Nous traiterons l'accompagnement psychologique. Le malaise aura duré 5 jours avant l'intervention du Premier ministre aujourd'hui et un mea culpa. J'assume au nom du gouvernement l'erreur, ou plus exactement, le caractère, plus exactement le caractère difficilement compréhensible pour nos concitoyens de la position qui a été formulée. La position qui avait été formulée, c'était le rejet, jeudi dernier, d'accorder une pause professionnelle plus longue aux salariés dans le deuil. Madame, quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Ce jour-là, un seul mot est martelé par l'opposition. Ma honte, que j'espère partager avec pas mal d'entre vous. Il y a une sorte de honte ici devant ce qui est en train de se passer. J'ai honte ce matin. J'ai honte ce matin. La honte et une cible, Muriel Pénicaud, crucifiée pour cette petite phrase. Le congé, c'est 100% payé par l'entreprise. Est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale? Dans les couloirs de l'Assemblée aujourd'hui, il y a ceux pour qui le cas Muriel Pénicaud pose problème. Oh bah elle, son poste, il est en jeu depuis un moment, parce que si on devait additionner toutes les cruautés que cette femme nous a débitées, d'ailleurs je pense que même certains commencent à se rendre compte dans la majorité que c'est trop, quoi. Bien, si maintenant elle reconnaît son tort, elle le fait sur l'injonction du président de la République, tant mieux, mais tout ça fait désordre. Le crash congé deuil est en tout cas révélateur des tensions qui agitent la majorité et confirme que l'opposition ne va rien laisser passer. Philippe Meyer, comment vous regardez cet épisode-là? Vous disiez que certains députés avaient du placenta dans les narines en début d'émission. C'est ce qui s'est passé? C'était pour faire référence à leur jeunesse. Qui manque le plus de sens politique dans cette affaire? Pas seulement une question de sens politique, je dirais, c'est une question qu'on a abordée au début de cette émission, de fonctionnement du Parlement. Et quand un Parlement a aussi peu d'importance, il est clair que les députés peuvent parfaitement être en train de tapoter sur leur téléphone, de s'occuper d'autre chose et de se dire oh, bon, bah, si on nous l'envoie d'en haut, c'est que ça a marché. De toute façon, puisque ça marche comme ça, on l'envoie d'en haut. Ça, c'est pas acceptable. Et moi, je continue à militer. Vous comprenez ces députés qui d'ailleurs en ont marre. Non, mais de passer pour les godillots de service. Je ne veux pas distribuer des bons ou des mauvais points à tel ou tel. Je pense que simplement l'état du Parlement et notamment l'état de l'Assemblée nationale est tel que ça mérite une réforme en faveur. Prenez cette histoire des niches. Qu'est-ce que c'est que ça, des niches? Vous connaissez d'autres parlements dans lesquels il y a des niches? Dans la plupart des parlements, l'Assemblée est maîtresse de son ordre du jour. Et il n'y a pas une hiérarchie entre les projets de loi qui viennent du gouvernement et les propositions de loi qui viennent des députés. C'est ça qu'il faut réformer profondément. Là, ça veut dire changer la Ve République. À part ça, quand le Premier ministre dit une erreur, enfin un truc, ben, je suis désolé, mais là, il y a quelque chose qui manque de sens politique et, j'allais dire, de compassion, pour ne pas dire d'humanité. C'est pas une erreur, c'est pas un machin comme il a expliqué à la fin, c'est une faute. Ce sujet-là est un sujet qu'il faut aborder, je veux dire, le sujet du congé accordé aux parents qui ont perdu leur enfant est un sujet qu'il faut aborder avec crainte et tremblement. Et il faut l'aborder en se souvenant d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de mots. Souvent, quand on est malheureux, on dit « je n'ai pas de mots pour dire quelque chose ». Là, il n'y a pas de mots pour dire la situation d'un père, d'une mère, d'un couple qui a perdu un enfant. C'est la raison pour laquelle on ne traite pas ça par-dessous la jambe avec des arguments techniques. Et le comique de cette affaire, parce qu'il y a toujours un comique dans les situations les plus pénibles, c'est que celui qui a dit les choses qu'il fallait dire, c'est le patron du MEDEF, M. Roux de Bézieux, qui a dit « écoutez, tout ça concerne quelques milliers de personnes, arrêtez ».
arrêter et donnant évidemment ce qu'on... Il a dit qu'il était prêt à cette générosité. Vous aurez le mot de la fin, Bruno Kettel, puisque cette affaire concerne la majorité, votre groupe et le gouvernement. Est-ce que c'est réparable, ce qui s'est passé là? En politique, tout est réparable. Ou est-ce que ça laissera des traces? Non, mais ça laissera inéluctablement des traces parce que c'est un sujet éminemment sensible. Moi, j'étais maire pendant 15 ans. Quand vous allez annoncer à des parents que leur enfant en garde chez la nourrice est mort de la mort du nourrisson à l'âge de 6 mois et que vous allez chercher ces mêmes parents sur leur lieu de travail pour leur annoncer que leur enfant est décédé, je puis vous dire que c'est des moments que vous n'oubliez jamais. Donc ça, ce sont des drames incommensurables et laisser à croire, c'est ça qui est désagréable et assez détestable finalement, que les députés seraient complètement insensibles et animés uniquement par le sens de l'argent et du profit, c'est assez dégueulasse vis-à-vis de nous. On a fait une connerie collective, elle a été reconnue par le Premier ministre, il y a le fonctionnement des institutions qui est à poser sur la table, effectivement, il y a la question des niches parlementaires que j'ai évoquées tout à l'heure. La question institutionnelle aussi. Après, oui, institutionnelle, oui, effectivement, et après il faudra effectivement que nous, on travaille différemment vis-à-vis des autres groupes parlementaires, parce que c'est pas la première fois qu'on tombe dans le piège. Il y a eu la proposition de loi Pradier sur le handicap des enfants. Il y a eu la question sur la violence des femmes où on s'est fait doubler pour appeler un chat un chat. Il y a eu les questions de la France insoumise qui sont parfois pertinentes sur le fond dans le cadre de leur niche et par principe on dit non, alors que si on travaillait en amont, on pourrait peut-être faire quelque chose, ce qui les obligerait à dire parfois du bien de nous, ça leur ferait, voilà, ça pourrait changer le discours. Donc, davantage respecter l'opposition quand les idées peuvent être les uns et les autres dans d'autres positions pour justement donner une autre image collective aux Françaises et aux Français. Merci de cette franchise, d'un mot, et cette fois-ci c'est la conclusion. On tourne la page. Non, parce que pour moi, on a fait campagne là-dessus, c'est la 5e République qui est à bout de souffle, et quelque part, autant je me félicite maintenant qu'ils reviennent là-dessus, mais c'est aussi préoccupant qu'il suffit que le président de la République s'exprime pour que d'un seul coup, tous ceux qui étaient contre disent maintenant on est pour. Non, c'est pas ça. Allez, on essaye de mais conclure. C'est pas pour polémiquer, mais c'est pour dire faut arrêter cette infantilisation du député qui attend la parole. Aujourd'hui, c'est Monsieur Macron. Demain, avant, c'était Hollande. Il y en a marre de ça, de cette monarchie présidentielle. Il faut arrêter. Et là, je pense que c'est une réflexion pour... Donc nous, quand on parle de 6e République, avec plus de pouvoir au Parlement, et cesser ce rôle de monarque. Il y a aussi des monarchies dans les partis. Pardon ? Il y a aussi des monarchies. Manifestement, c'est le cas dans le mouvement En Marche. Allez, merci beaucoup Philippe Meyer d'avoir été notre grand témoin ce soir. Merci messieurs d'être passés sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Merci Valérie, à demain. De rien, oui. À demain, j'espère. Soyez là.